Happiness Factory. Bonjour Catherine Testa du site l'optimisme.com. Je suis super contente que tu aies accepté cette interview parce qu'effectivement, ton livre Oser l'optimisme, qui est paru aux éditions Michel Lafon, m'a complètement subjuguée, comme d'ailleurs des centaines de milliers de lectrices et de lecteurs. Alors, on avait déjà fait une première interview pour le site Happiness Factory où tu nous expliques comment muscler, travailler l'optimisme comme un muscle. Mais là, vraiment, c'est un thème que tu reprends beaucoup dans ce livre, évidemment. Hein. Et donc, moi, j'aimerais te poser la première question. Est-ce qu'il faut une réelle volonté pour être optimiste ou est-ce que c'est quelque chose d'inné pour les humains que nous sommes ? Alors, il y a une part d'inné et il y a une part de volonté. Il faut quand même... en fonction du moule éducatif qu'on a pu avoir, de la famille dans laquelle on a grandi, tu as des gens à qui on a répété toute la vie qu'ils étaient capables de tout faire et tu en as d'autres à qui on a dit non mais mon pauvre tu peux pas faire grand chose quoi. Du coup forcément ça joue sur sa carnation, ça joue quand on arrive à l'âge adulte sur sa capacité, sur ses croyances propres en fait et sur sa confiance en soi. Autre point, on est plus ou moins naïf. Tu vois, moi j'ai travaillé pendant des années dans le développement durable et dans le digital, donc quand je suis arrivée pour parler d'optimisme, les gens pouvaient pas me penser naïve, en l'occurrence. Donc l'optimisme ça va se travailler. Moi, à un moment donné, j'étais très défaitiste et globalement, j'aurais pu choisir la voie de la collapsologie. Tu sais, toutes ces théories de l'effondrement, tant on était en train de faire parfois n'importe quoi. Mais j'ai choisi d'aller dans la construction parce que je trouve ça vachement plus chouette que d'essayer de construire versus de critiquer. Et en France, on a cette tendance vraiment à toujours critiquer. On paraît on paraît intelligent à aller parler des problèmes démographiques, écologiques, sociétaux, politiques, environnementaux. Et en l'occurrence, sourire, ça grille pas des neurones. Être optimiste, ça ne nous rend pas plus cons. La preuve, les rapports du GIEC, il y a 12 ans, tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, tout le monde s'en fout. Quand je les lisais, quand j'ai commencé à m'affoler sur la data et le marketing, on m'a dit non mais passe à autre chose, tu vois. Et du coup, quand je suis arrivée sur l'optimisme, personne ne pouvait se dire qu'elle était naïve et on pouvait, pour moi, c'était de l'optimisme d'action, tu vois. Oui, c'est ça qui m'intéresse, effectivement. Et quand on lit ton bouquin, déjà, il est articulé autour de 10 verbes d'action, hein, donc on ne peut pas être plus clair. Et moi, j'aime bien ça parce que, si tu veux, ça me rappelle la loi d'attraction, mais en mieux. Parce que la loi d'attraction prise vraiment au pied de la lettre, c'est je pose une intention et puis j'attends que ça vienne parce que ça va venir, quoi. En fait, alors que toi, ce que tu dis, c'est oui, bien sûr, il faut poser une intention, bien sûr, il faut avoir un projet, bien sûr, il faut se projeter dans quelque chose, mais il faut bouger, quoi. Il faut y aller, quoi. Hein? Et oui, avec, tu sais, moi j'ai vécu en plus aux États-Unis avec tous ces gourous. Tu vois, ces gourous qui te disent, payez mes séminaires à 4000 balles, asseyez-vous et ça va arriver, quoi. Et qui est en fait une totale opposition et une sorte de naïveté. Effectivement, il faut poser des intentions. C'est-à-dire qu'on est capable d'imaginer on est capable de créer seulement le monde qu'on imagine. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis affolée de ne voir que des actualités anxiogènes. Je me suis affolée, là, tu regardes sur Netflix, c'est à la une, c'est les scénarios catastrophes. Il y a même, je crois, sur Amazon Prime, un truc scénario catastrophe. Je veux dire, il y a une catégorie dédiée au scénario catastrophe. Donc, toutes ces dystopies, à un moment donné, si on n'est pas capable d'imaginer une société un peu meilleure, t'es certain qu'on va pas la créer. Et là, on est en train d'arriver dans une ère du digital, du numérique. Donc, on peut faire le pire comme on peut faire le meilleur. Hein. De toute façon, on a le choix. Un outil reste un outil. À nous de choisir comment on l'utilise. Du coup, de fait, effectivement, le poids de l'intention est hyper important. C'est-à-dire que pour créer, il faut une utopie collective, une vision commune, une vision partagée pour du meilleur. Mais en l'occurrence, il va falloir aussi faire des pas, agir, sortir de sa zone de confort, on en parle souvent, mais il faut, et en ça, tout ce qui est un peu gourouesque, loi d'attraction, etc., ont raison, faut agir sans attendre, c'est-à-dire et être dans le lâcher prise en parallèle, et c'est ça que les gens ont toujours du mal à comprendre en disant, mais attends, faut que j'agisse ou faut que je lâche prise? Non, en fait, faut agir et se dire que ça va arriver d'une façon ou d'une autre et souvent inattendu, et c'est pour ça qu'il faut être ouvert à l'opportunité, à l'agilité, mais aussi se prendre en main. Ouais, tout à fait. Alors, tu passes en revue
10 verbes, hein, dont j'en cite quelques-uns. J'ai même préparé ma petite anti-sèche, j'ai bougé, créé, positiver, donner, remercier, etc. Quel est celui qui, toi, te tient le plus à cœur? S'il ne fallait en retenir qu'un, lequel? Projeter. Projeter. Projeter, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose dont je suis convaincue aujourd'hui. On crée la société qu'on imagine. Globalement, collectivement, on se crée aussi la vie qu'on imagine. Et si on n'est même pas capable d'imaginer qu'on est capable de faire, on ne fera jamais. Tu vois, se projeter, c'est le prérequis en fait à toute action. En fait, moi, je dis souvent l'optimisme, c'est le prérequis. Et bah oui, d'avoir une vision et d'oser l'avoir, parce que ce qui se passe, c'est aussi que nos systèmes éducatifs souvent nous ont tués comment ça s'appelle, nos rêves en nous disant mais c'est pas possible d'être artiste, c'est pas possible d'être ceci. Et si c'est pas le système éducatif, c'est ta famille, c'est tes potes, c'est ton management. Voilà, on te dit toujours que c'est pas possible. Et si toi-même tu n'y crois pas, etc. Ouais, bah voilà. Ouais. Du coup, primordial de projeter. Ça se fera pas. Alors j'aime bien une phrase qui dit dans ton livre, il y a beaucoup de citations, hein, des citations un peu de personnes connues qu'on connaît un peu plus, qu'on a déjà vu, et d'autres qui sont totalement inédites et très rigolotes, comme 100% de ceux qui ne tentent rien échouent. Ouais, je trouve ça vraiment sympa, quoi. Donc effectivement, tu essayes, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en lisant ton bouquin, de revenir beaucoup sur la question du sens, du sens qu'on donne à sa vie. Je pense que c'est quelque chose de très important. Ouais, j'avais entendu, je crois que c'était Michael Young à l'époque qui disait que si la vie elle avait un sens, il était en train de partir dans l'autre. C'était un truc à la cour, mais ça m'avait marqué quand j'étais gamine, quoi. Et du coup, en fait, à partir du moment où on a posé cette direction, et c'est pour ça que finalement le mot projeter va avec ça, on est en train de vivre une expérience. Mais on sait qu'on va dans le bon sens, on sait qu'on y va plus ou moins vite, on sait, mais on fait pas fausse route, parce que moi je suis diplômée à la base en physique-chimie, j'ai beaucoup travaillé sur la physique quantique. Et du coup, je sais que tout peut coexister en parallèle et qu'on va choisir en fait quelle voie on prend. Et du coup, en fait, ouais, le sens pour moi c'est le primordial, parce qu'une fois que tu sais que tu es dans la bonne direction, tout est une notion d'expérience. C'est-à-dire que tu vas plus ou moins vite, en l'occurrence, sur le chemin, mais tu vas dans la bonne direction. Moi, je suis diplômée en physique-chimie, donc j'ai fait beaucoup de physique quantique. Et tu sais que tout peut coexister, en fait, et que tu vas choisir, en fait, là où tu vas, la voie que tu vas prendre finalement. Une fois que tu sais que tu es dans le bon sens, une fois que tu as ta cause, en fait, et tes causes, elles peuvent changer. Tu vois, de temps en temps, ta cause, ça peut être ta famille, puis ça peut être ta ville, puis ça peut être ton boulot. Peu importe, en fait. Mais tu sais que tu es dans la bonne direction une fois que tu as un peu câblé tes valeurs, que tu sais, que ça fait sens pour toi et que c'est pas dissonant. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup de gens qui n'ont pas réfléchi en fait au sens, à leur cause, et qui dissonnent et qui se sentent pas alignés avec leur intériorité en fait. Et c'est pour ça que le sens pour moi c'est primordial en fait. Ouais, parce que c'est ça, c'est à partir de là, c'est le socle sur lequel tu vas pouvoir bâtir tes actions. C'est ça, et puis il faut ces valeurs aussi. C'est quoi les valeurs qui sont pour moi non opposables en fait. Non négociables. Tu vois, non négociables. Et on en a tous, et elles sont différentes. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Pour certains, ça va être la liberté, pour d'autres c'est la rigueur, pour d'autres c'est, enfin, tu vois, peu importe. Ouais. C'est la sécurité, et il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Par contre, une fois qu'on les a bien définies, on va se dire bon bah de toute façon, et on en parlait dans l'autre vidéo, on est tous imparfaits, tu vois. Et du coup, à partir du moment où tu sais quelles sont tes valeurs, tu te sais imparfait, mais tu sais que tu vas prendre une voie. Et ça prendra son temps et t'expérimenteras quelque chose. Par contre, tu sauras que t'expérimentes quelque chose de juste, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre ça. Ouais, mais tu l'as compris. Hein, mais tu l'as compris. Tu vois, tu as des gens qui ne le comprennent pas, même après des années, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, dans ton bouquin, Oser l'optimisme, on va trouver effectivement ces 10 verbes qui vont être des prétextes autour desquels tu vas pouvoir broder, raconter ta philosophie, tes valeurs, ta vision, etc. Qui est vraiment très, très inspirante. Encore une fois, moi, je trouve qu'en plus, c'est écrit de manière très, très sympa. C'est très ludique. C'est très… pas de prise de tête, quoi. Donc, je pense que… Et c'est pour ça que ça parle à un tel auditoire. C'est parce que c'est des choses simples qui sont dites simplement. Il n'y a pas 36 histoires autour, notions philosophiques où tu t'endors. C'est ça. C'est ça. Direct. Et puis, on sent que c'est du concret. On sent que c'est du concret, que tu l'as expérimenté. Je pense que ça, Catherine, c'est vraiment une de tes forces. J'ai eu la chance aussi d'assister à 2 de tes webinaires que tu avais postés sur Facebook.
Et franchement, je sens cette authenticité. Je sens que ce que tu dis, tu le penses, tu le vis, tu l'incarnes. Et en fait, tu as tout à fait raison parce que, enfin, alors évidemment, quand tu écris un livre, tu te nourris de toute la philosophie, des auteurs qui t'ont précédé. On a quelque chose en France, on paraît vachement plus intelligent à employer des mots savants, à paraître érudit, à poser du coup tout un socle de philosophie, et du coup on a perdu la simplicité. Mais la simplicité pour moi, c'est le lien le plus court entre deux personnes en disant bah ouais, quand t'es auteur, disons ce qui est, je lis, mais alors toi aussi évidemment, je lis mais des dizaines de bouquins, et je lis du Alain, après je vais lire en plus je suis de base scientifique, du coup après je vais lire un truc sur la physique quantique qui est imbuvable, après je vais lire je sais pas Weber, et puis Tirole sur l'économie du bien commun, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je vais lire plein de choses. Tu peux aller en des mots simples dire ce que d'autres ont dit dans des mots compliqués. Et autrefois, c'est vrai, on parlait beaucoup en métaphore. Et aujourd'hui, et c'est pour ça, moi, j'aime beaucoup le plaisir de l'écriture, parce que dans l'écriture, tu résonnes, en fait. C'est une vibration que tu partages avec quelqu'un d'autre. Et moi, je crois à la simplicité. C'est-à-dire qu'effectivement, tu regardes, je suis entourée d'intellos, je suis entourée de philosophes, de scientifiques, voilà, mais vraiment des gens hyper intellos. Et moi, je passe ma vie à leur dire, mais attendez, simplifiez. C'est pas la peine de faire du compliqué, tu vois. Mais comme ils ont pas cette culture de la simplicité, ils savent pas le faire. Mais à un moment donné, ils ont été formatés. Et puis, tout, quoi. Et tu regardes, hein, je veux dire, quand t'es à l'école, on te demande de faire des phrases longues. C'est plus tu mets des prépositions, des machins, plus ça fait cool, tu vois. C'est ça, on est d'accord. Et alors que tu peux, moi, mon enjeu, c'était de transmettre l'optimisme à tout le monde. Tu vois, c'était pas de paraître érudit. De toute façon, mon parcours parle. Exactement. Et de toute façon, effectivement, si tu regardes les gens qui m'entourent et mon parcours, je parais être une intello. Moi, je dis très souvent, enfin, je suis une intello les pieds dans la campagne. C'est-à-dire que, enfin, j'écoute des podcasts hyper complexes en jardinant, tu vois. Mais parce que en fait, mon enjeu, ça a toujours été du lien, en fait, et de la simplicité. Et comme j'ai de la chance d'être scientifique, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire des religions, etc., d'être entourée de philosophes, bah, ça fait que moi, je prends tout ça. Ouais. Et après, tu fais une synthèse. Exactement. Ouais. Parce que tout le monde dit la même chose. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que, mais comme on en parlait dans un autre podcast, comme les univers ne se croisent pas, comme tu es philosophe ou tu es scientifique, tu es chercheur ou tu es public, et ben ouais. Et du coup, on oublie cette sorte de socle commun. Et du coup, bah, les philosophes s'adressent aux philosophes. Je suis je suis diplômée en développement durable. Le développement durable s'adresse au développement durable, tu vois. Et du coup, ça fait des sortes de cloisonnement. Mais attendez, revenons à la simplicité. Bon, les mecs, vous dites la même chose, hein. La réalité, c'est juste que vous prenez un langage plus ou moins châtié en fonction de votre éducation, en fonction de votre envie, hein. Souvent, la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit un jour à quelqu'un, je lui ai dit, mais s'il te plaît, parle simplement. Les gens qui t'écoutent, c'est pas la peine de faire ça. Il dit, ah non, c'est baisser le niveau. Mais non, c'est être entendu, tu vois, et voilà. Et moi, je lutte vraiment contre ça parce que sourire, ça te grille pas des neurones. Parler simplement, ça te grille pas des neurones. Et c'est vrai que, je veux dire, je te garantis que la complexité des bouquins que je lis, ça n'a rien à voir avec la façon dont j'écris. Mais c'est parce que moi, j'aime bien créer une notion de proximité avec les gens. Je tue dans mon deuxième livre, et pas dans le premier, mais dans mon deuxième livre, je tutoie le lecteur en lui racontant que j'ai commencé les pieds dans la boue, quoi. Tu vois, et tout va bien. Ouais, tout à fait. Alors, dans les petits exercices, donc du coup, tu vas, dans ton bouquin, proposer pas mal de petits exercices, et c'est très sympa, parce que c'est des petits exercices, moi j'appelle ça de l'auto-coaching. Alors, certains je les connais un peu plus, le tableau des projets. Choisissez vos talents. Moi, j'utilise ça sous une forme, j'appelle ça le bouquet des talents, où on doit dessiner son petit bouquet de fleurs, etc. Alors, il y a des trucs vraiment, la calinothérapie, c'est super utile, la base des post-it, l'agenda de la générosité, je me suis fait des petites notes, le bocal positif, enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment, vraiment sympas. Mais s'il y en a un qui, moi, m'a vraiment énormément plu et au point où je vais le mettre en application très prochainement, c'est le petit atelier jardinage. Alors ça, ça mais vraiment chou comme tout. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, moi, je vais revenir sur
sur le jardinage, pendant très longtemps, moi, j'ai cru que j'avais pas la main verte. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les plantes crevées, enfin vraiment. Et puis un jour, j'ai lu un article qui disait, bah oui, mais en fait, les plantes, une fois qu'elles sont stressées, en situation de stress, elles émettent des sortes une sorte de substance pour prévenir les autres plantes qu'elles sont dans une situation de stress, tu vois. Et du coup, je me suis dit, oh là là, c'est des êtres vivants. Qui je suis pour me permettre de pas les arroser. Elles peuvent pas se dire, mais espèce de connasse, non mais vraiment, tu ne m'arroses pas. Moi, j'ai pas demandé à venir chez toi. C'est toi qui m'as acheté ou quelqu'un qui m'a offert, tu vois. Et de ce jour-là, je te garantis que j'ai eu une attention pour les plantes, mais incroyable, en me disant, ben ouais, c'est des êtres vivants. Tu vois, j'ai compris ça. Et du coup, j'ai compris en fait l'importance de ces plantes. Et du coup, je les ai utilisées pour faire des exercices en fait. Par exemple, alors plusieurs choses. Post-drame, tu vois, après les attentats du Bataclan, moi j'étais à Paris, le samedi, personne ne sortait. La seule chose que j'ai faite, c'est que je suis allée m'acheter des plantes en me disant, pour montrer que les choses poussent, tu vois, que quel que soit l'événement extérieur, la vie elle est là, tu vois, la vie elle est là, elle naît. Et ces plantes vertes, moi j'en mets en posant mes intentions dessus. C'est-à-dire que je me dis, bah cette plante verte, elle représente mon envie à 1 an d'avoir ça, mon envie à 3 ans d'avoir ça, mon envie à 5 ans. Et du coup, mettre une intention dans ce qu'on voit au quotidien, déjà, c'est lui apporter une attention à elle. Et surtout, c'est se dire, bah, j'oublie pas mon rêve, en fait. Je m'en rappelle dès que je passe. J'ai le petit truc qui me dit, bah, personne ne le sait. Je veux dire, pour eux, c'est un rosier, c'est une plante verte, peu importe. Mais pour moi, ça va me rappeler en permanence que mon rêve, mon objectif, ça va être ça. Et surtout que ça grandit en plus une plante. Alors, c'est ça que je trouve sympa. J'allais le dire. C'est peut-être que ça bouge. Ouais. Ben ouais, plus ou moins vite, et puis ça vit, tu vois. Et un projet, c'est vrai que ça vit. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que ton projet d'il y a 5 ans, bah, c'était marrant parce que la plante, elle a vécu et que toi, tu t'en es détourné aussi parce que tu as eu envie de faire autre chose après, mais elle a continué à vivre sa vie. Enfin, je trouve qu'en termes de symbolique, c'est hyper voilà, c'est hyper fort. Et puis même, tu crées une interaction avec un être vivant et qui te rappelle aussi à qui tu es toi. Enfin, je trouvais ça assez intéressant, en fait, comme idée. Je suis tout à fait d'accord. Alors, tes sources d'inspiration, tes maîtres. Alors, j'ai bien compris dans le fil de nos discussions que tu es très éclectique, comme dirait l'autre. Et du coup, tu pioches certainement dans plein de choses. Est-ce qu'il y en a un ou une alors, moi, mon déclencheur, ça a été Paulo Coelho. Alors, on aime ou on déteste, voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai lu L'Alchimie, je me suis dit, oh, on est deux à penser pareil. Puis je me suis dit, ah tiens, il a 15 millions de personnes qui le lisent, ce monsieur, tu vois. Ouais. Donc j'ai compris que je n'étais pas toute seule dans mon délire, donc ça c'était chouette. Donc je pense qu'en termes de lecture, c'est Paulo Coelho. J'ai beaucoup de lectures, quels que soient les sujets. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup au monde de l'éducation parce que ça nous formate. Du coup, j'aime beaucoup François Tadei, donc je cite souvent son livre Apprendre au XXIe siècle, parce que pour pas qu'on soit que des automates, mais qu'on aille à qui on est nous, à nos talents en fait. Donc voilà. En termes d'entreprise, j'adore Pascal Desmurger parce qu'il est le directeur général de la Maïf et je trouve que ce qu'il a fait de son entreprise, elle est incroyable. C'est quelqu'un d'humain que j'aime, voilà, que je trouve ça incroyable en termes d'exemple en fait. J'aime beaucoup Émile Servan-Schreiber qui a écrit Super Collectif, qui a un livre qui montre qu'en fait un groupe est plus intelligent que le mec le plus intelligent du groupe, tu vois. C'est-à-dire que le QI d'un groupe, ça peut se mesurer et on se rend compte que le groupe est toujours plus intelligent que le mec brillantissime. La somme de ses parties. Et voilà, et du coup, et que ça dépend en plus de trucs incroyables, ça dépend de la mixité du groupe, cela dépend de la diversité, du coup, il faut que les gens soient le plus différents possible, et je trouve que dans une société homogène, montrer qu'un groupe divers est plus intelligent que des gens homogènes, je trouve ça incroyable, tu vois, en termes de marqueurs sociétal. Donc, j'aime beaucoup lire tout ce qui est intelligence collective parce que je crois on fait tous partie, tu sais, on est tous des petites pièces d'un grand puzzle, tu vois. Et une fois qu'on a trouvé notre place, qui est au même niveau que tout le monde, tu vois, la place elle est plate en fait, tu vois. Et du coup, on a trouvé son utilité, on a trouvé son sens. Donc ouais, ça pour moi c'est des gens, c'est des exemples. Après, j'adore ce que fait Raphaël Duchemin, qui est une entreprise engagée sur, pas une entreprise, qui est une journaliste engagée où elle va parler des initiatives positives. En fait, je suis toujours très admirative des gens qui vont oser poser une norme qui n'est pas socialement acceptée, tu vois, et qui vont oser marquer leur individualité, leur différence,
Ouais, leur personnalité, leur différence pour du bien commun. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour du bien commun. Et du coup, ça pour moi c'est très inspirant et quel que soit leur domaine en fait, que ce soit l'éducation. Pardon, bien sûr Jean-Marc Jancovici en matière de développement durable, mais après c'est mes sources d'inspiration, chacun dans leur domaine. On aime ou on n'aime pas. Par contre, je trouve ça toujours intelligent. Je suis pas toujours d'accord, mais je trouve toujours ça intelligent pour aller réfléchir à la société de demain. Et profondément, je suis convaincue que demain, c'est la somme de tout le monde qui fait qu'on va se sentir mieux individuellement, en fait aussi. Tu vois, c'est de soi à l'autre, c'est toujours cette notion de soi à l'autre. Par contre, ça commence par se rendre compte qu'on est capable de faire quelque chose. Et c'est pour ça que l'optimisme, pour moi, c'est le prérequis, en fait, à la construction de la société. Oui, là, je te rejoins à 150%. Est-ce que tu as un coach ou un mentor, toi, à l'heure actuelle? Oui, j'ai un mentor qui est un ancien qui a travaillé pendant des années dans la fusion-acquisition de grands groupes, tu vois, et qui finalement aujourd'hui trouve plus intéressant d'accompagner. Alors c'est lui qui choisit qui l'accompagne, il faut être très clair, mais qui se dit que c'est beaucoup plus intéressant de regarder le parcours de vie de quelqu'un que de réfléchir à comment tu veux scaler ton entreprise, quoi. Et du coup, ce monsieur qui est en plus prof de tai chi, enfin bon bref, qui n'a rien à voir avec une norme établie d'un coach, il est pas classique non plus, quoi. C'est pas il est pas classique. Et ce qui m'a fait dire que c'était la bonne personne, c'est que je l'ai rencontré sans savoir, juste parce qu'on nous avait mis en contact un jour. Je savais même pas ce qu'il faisait, on se connaissait pas, et j'ai passé les 2 premières heures en fait à lui raconter, je pense, mon adolescence. Voilà. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était le fondement de mon adolescence quand j'étais gamine, enfin, qui faisait qui j'étais aujourd'hui, en l'occurrence, mais dans des trucs chouettes. Hein. Et globalement, je me suis dit, il avait une vision autre en fait, qui allait de la société, qui était pas. Et c'est pour ça qu'en fait, tu sais, cette notion de curiosité intellectuelle à 360, pour moi, elle est hyper importante. Et c'est vrai que du coup, avoir un coach pour faire scaler ma boîte ou un coach sportif, alors il y en a besoin, tu sais, de temps en temps, mais en fait, il faut quelqu'un quand même pour t'accompagner, qui soit pas partie prenante de ton entreprise, qui soit juste partie prenante de toi-même en fait. C'est ça. Et du coup, et pour ça finalement, je trouve ça très important, très important. Et puis il faut que ça résonne en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. J'aime bien se poser cette question parce que la plupart des personnes qui ont une trajectoire plus classique de salariés ou les mamans au foyer ou les personnes qui ont choisi une autre trajectoire de vie ont l'impression que les personnes plus, on va dire, qui ont plus de réussite, enfin sur le plan social en tout cas, plus de notoriété, peut-être plus d'argent, plus de pouvoir, etc., que ces personnes-là, elles n'ont plus besoin de coach. Et ça, c'est une grande illusion. Moi, je me rappelle, enfin, tu regardes, tous les grands patrons sont coachés, mais ils sont coachés pour 50 trucs, pour la prise de parole, pour l'émotionnel, pour le machin, parce que c'est hyper violent, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que plus tu regardes, moi, j'ai une attachée de presse, enfin, j'ai une équipe, j'ai une éditrice, j'ai un comptable, tu vois, j'ai plein de gens qui t'accompagnent. On a plein de gens qui nous accompagnent et limite, je crois que plus tu es exposé finalement, plus tu as des responsabilités, plus tu es accompagné parce que toi, t'encaisses de plus en plus d'émotions, t'encaisses de plus en plus d'informations qu'il va falloir analyser et tu vas avoir besoin de plus en plus, entre guillemets, de conseillers en fait. Ouais, tu vois, t'as besoin de plus en plus de support, in fine. Ouais, c'est ça. Alors écoute, Catherine, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Je vais poser une question et on va conclure. Par rapport je reviens sur ton livre Oser l'optimisme, parce que là on est un peu parti sur des choses philosophiques mais très sympathiques. Hein. Au contraire, c'était ce que je voulais dans cette interview. Donc par rapport aux petits exercices que tu proposes, hein, il y en a vraiment au détail, on peut pas tous les citer là. Est-ce qu'il y en a un qui te tient plus particulièrement à cœur? Est-ce qu'il y en a un que tu pratiques plus régulièrement que les autres? Et si oui, lequel? Voilà. Oui. Alors, il y en a 2. Alors, il faut savoir aussi qu'on n'est pas constant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je fais des trucs, il y a des moments où j'en fais d'autres.
Et il n'y a pas de normes. Tu sais, tu as des gens qui te disent faut faire de la méditation, faut faire ceci, faut faire cela. Ça dépend des cycles de vie aussi. Tu as des moments où tu es plus calme, tu as moins besoin de faire de la méditation, d'autres où tu as plus besoin de faire de sport, tu vois. Il y a un truc que j'ai toujours fait par contre, c'est cette notion de tableau de visualisation. C'est-à-dire que et même dans des cas de stress intense, je l'ai fait, j'ai pris le temps de le faire, ça paraît un peu curieux. C'est tu prends une feuille blanche globalement, tu prends un magazine, tu prends un truc qui te passe sous la main et tu vas découper ce que tu as envie de projeter. On parlait tout à l'heure de se projeter dans l'avenir. Et moi, c'est des trucs que j'ai fait, mais genre à un moment donné, j'organisais un grand événement, il me manquait des trucs, j'arrivais pas, on le fait même avec l'équipe, on n'arrivait pas à comment ça s'appelle, à se rendre compte à visualiser la chose. Bah, on a commencé à découper des mots, à écrire des trucs. Ça n'avait aucun sens parce que en termes de normalité, je pense que toute équipe se serait dit bon, on envoie 50 mails. Bah nous, on a fait un tableau de visualisation collectif, tu vois. Mais du coup, notre événement, il a cartonné. 3 jours plus tard, on avait exactement ce qu'on avait posé comme intention. Et en fait, ce qui nous avait manqué, c'était probablement se rassembler autour d'une intention et d'une vision clarifier. Et du coup, ces tableaux de visualisation, je prends le temps de le faire. Faut être vachement calme, tu vois, parce que t'es quand même en train de faire du découpage comme des enfants et de coller un truc sur comment ça s'appelle, sur un bout de papier. Mais par exemple, quand à un moment donné, je galérais à trouver un lieu pour notre équipe à Paris. Mais en fait, c'est tout simplement parce que mon intention elle était pas claire. Je savais pas si je voulais un lieu ouvert sur le public, sur l'extérieur, ou si je voulais un truc vachement vachement cosy dans une arrière-cour d'un immeuble haussmannien. Enfin, tu vois, et en fait, j'avais pas mis ça au clair. Bah, à un moment donné, je me suis dit bon, bah, je vais chercher exactement ce que je veux parce que en fait, faire ces exercices de visualisation, ça permet de poser son intention et qu'elle soit plus claire. Parce que de temps en temps, tu te dis que tu veux un truc, mais non, c'est pas exactement ça que tu veux. Tu vois, c'est une illusion. Et donc, ouais, cet exercice, je le fais régulièrement. Et je sais qu'il y a pas mal de politiques qui le font. T'as des chefs d'entreprise qui le font. Ça paraît curieux, hein, de se dire qu'on va faire du collage et découper. C'est les vision boards dont on parle aux États-Unis, hein. Exactement. Et aussi, ouais. Voilà. Et je le fais. Et de temps en temps, je me dis, mais c'est bizarre de prendre du temps pour faire ça, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'exercice plus puissant. Je l'ai fait faire à des patrons, hein. Ouais. Avec une collègue de l'équipe, on s'est retrouvés avec des directeurs généraux. On leur a fait faire ça, tu sais. Mais en fait, là, l'exercice est hyper intéressant parce que même dans ta façon de coller les choses, dans ta façon de poser ton truc, c'est incroyablement enrichissant. Et tu sais, on parlait de la simplicité tout à l'heure, et du coup, vraiment, je pense que la simplicité, elle est dans des petites choses comme ça, quoi. Ok. Donc ça, c'est l'exercice fétiche. Ouais, c'est celui que je faisais. Je sais qu'à un moment donné, quand j'avais des coups de mou, je notais les 3, enfin ce que Florence nous dit de faire, tu sais, les 3 kiffs par jour. Ouais. Je notais dans le métro le matin ce qui s'était passé de bien la veille. Ah ouais. Tu vois, je l'ai fait cet exercice. Là, je suis en grosse période de méditation. J'ai trouvé des méditations sur YouTube, voilà, que j'affectionne, et des méditations d'1h30, tu vois. Autant te dire qu'il faut probablement être en confinement pour que je le fasse, parce que normalement je suis dans une vie à 100 à l'heure, mais tu vois, en fait tout dépend de ta saison. On est saisonnier, tu vois, on est des animaux, hein, on est certes sociaux, mais on reste des animaux, donc voilà, il y a pas. C'est pour ça que cette somme d'exercices, moi je les ai bien marqués dans le livre. C'est ceux qui ont le plus correspondu à ce que nos lecteurs faisaient, à ce qui fonctionnait pour eux, et d'une personne à l'autre et d'un moment à un autre, on va pas faire le même. Voilà. Et on va faire celui où l'intuition, elle vient. Tu peux pas tout faire en même temps, sinon tu passes ta journée à faire des exercices, quoi. Mais tu vas faire celui qui te correspond, et puis tu vas changer, et puis ça va bien, tu vois. Et moi, j'aime bien, par exemple, prendre un bouquin comme le tien et l'ouvrir au hasard. C'est ça. Tu l'ouvres à une page, et puis. Ah, j'adore aussi faire ça. C'est l'exercice qu'il te faut, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent constaté dans ma vie, c'est que tu ouvres à une page au hasard, et c'est juste ce dont tu as besoin à ce moment-là. Ah ouais. Bah c'est pour ça que nous, sur l'optimisme, on passe beaucoup de citations, on passe beaucoup de petites choses comme ça, en se disant, en fait, nous on fait et la synchronicité agit. Le bon message. Tu vois, c'est ce qu'on se disait avant cette interview. Tu sais, tu me disais, bah t'es hyper, comment ça s'appelle, t'es accessible. Bah
oui et non, c'est-à-dire que j'ai 85 000 mails dans ma boîte mail en ce moment, mais je me dis que je vais ouvrir celui qui va résonner le plus à un instant T. Tu vois, je vais faire confiance à cette synchronicité en me disant de toute façon, j'ai pas assez d'une vie pour répondre à tous les emails en retard maintenant. Donc c'est foutu. En plus, les emails sont incroyablement beaux. Je les lis, hein, c'est incroyablement touchant et j'adore les lire, tu vois. Et je vais répondre à des personnes qui vont dire là, vous êtes vachement accessible ou tu es vachement accessible. Ben, oui, mais c'est oui et non. C'est que je crois dans la synchronicité. Je crois que les choses arrivent au bon moment. Et de temps en temps, je rouvre un mail il y a 4 mois, 5 mois, 1 an, et je réponds à cette personne-là. Je ne sais pas moi-même pourquoi, mais je me dis qu'il y a une raison. T'as raison. Voilà. Ça, exactement. Catherine, je vais te laisser retourner à tes 85 000 mails. En tout cas, je te remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir accordé. Bah, merci à toi. Et bravo pour d'organiser tout ça. Bah, c'est avec plaisir. C'est mon talent à moi, c'est de lire et de partager mes lectures. Voilà. Je te remercie, Catherine. Belle journée à toi. Bye.